Nicolas Mathieu, le 10 avril 2020 à Nancy. Bonjour Nicolas Mathieu, Bonjour. comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça va. Je peux pas dire que ce soit les plus beaux jours de ma vie, mais ça va. Je viens de passer 3 semaines de confinement avec mon fils et je l'ai ramené hier à sa maman, donc c'est un moment un peu spécial. Vous qui avez le goût du roman noir, est-ce que vous estimez qu'on est en plein roman noir et à quoi est-ce qu'il nous confronte? Je sais pas si on est en plein roman noir. Je me dis qu'on est plutôt dans un roman de science-fiction, là, une dystopie ou voilà, ces grands romans de la pandémie. Ce à quoi ils nous confrontent, beaucoup de gens estiment que ça nous confronte à nous-mêmes, que l'isolement, heu, nous incite à faire un travail sur soi, ce genre de choses. Moi, je pense que ça nous confronte surtout à l'échec de notre fonctionnement en tant que civilisation. Ça met très en exergue notre fragilité. Et puis ce virus, il vient pas de nulle part. Il est lié aussi au rapport prédateur que nous avons avec notre environnement. Et puis il nous confronte aussi à notre avenir. C'est-à-dire que c'est une grande crise planétaire et je pense que pour des questions environnementales, il y en aura d'autres. Il me semble que c'est un coup de semonce et qu'on ferait bien d'en tirer les conclusions. Quelle conclusion vous aimeriez qu'on en retire justement? Alors la première de toutes, mais c'est tellement évident de dire ça et puis tout le monde le dit évidemment, mais c'est remettre le marché à sa place, l'économie, là où elle doit être. Ensuite, c'est réinventer les solidarités, qui nous lient, heu, quand je dis remettre le marché à sa place notamment, c'est le remettre, sous la domination de l'État. Quand je dis remettre l'économie à la place, c'est-à-dire au service de l'homme. On a inversé les hiérarchies de valeurs et il me semble que cette crise-là, ce n'est pas une punition, mais elle découle de ce fonctionnement pervers. Vous alimentez régulièrement votre page Facebook avec des réflexions, avec vos observations. Pourquoi cette urgence d'écrire s'est imposée à vous? Bah oui, oui, on peut parler vraiment d'urgence parce que je déborde. Je déborde déjà du besoin de mettre des mots sur des choses. Alors, c'est-à-dire que dans ce moment-là, qui est un moment de confusion, de sensations nouvelles, d'expérimentation aussi de mode de vie, euh, d'affects très forts, de crainte, d'anxiété, d'enthousiasme aussi. Parce que cette crise-là, elle ouvre peut-être des possibles. Eh ben, moi, j'éprouve la nécessité très très forte et très matinale, je dois dire que c'est la chose que je fais en me levant, de fixer des mots sur les choses. C'est quand même le job des auteurs, ça, hein, de mettre des mots sur les choses, de nommer le réel. Est-ce que l'écrivain est justement un témoin aussi ne serait-ce que du quotidien? Bah, il peut l'être, mais vraiment, il me semble que l'écrivain, son travail, c'est celui de la langue, et c'est-à-dire c'est de désigner les choses, d'arriver à mettre des expériences en mots. Et une fois que c'est fait, ces expériences-là, elles deviennent partageables. Alors partageables, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à l'expérience de l'autre, mais aussi on peut avoir cet effet miroir qui procure quand même un grand soulagement, c'est-à-dire je ne suis pas le seul à vivre cette expérience. Puis une fois que les mots ont été posés, ces expériences-là, elles deviennent praticables. C'est-à-dire qu'on peut commencer à les comprendre, à voir ce qui se joue là-dedans. Euh, L'être humain, c'est un de ces outils d'intelligence du monde principal, la langue. Euh, Faire langue avec le monde, c'est comme ça qu'on le rend praticable. Vous parlez de partageable, en quoi est-ce que les réseaux sociaux permettent de mieux partager cela? Alors, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients et des avantages, il faudrait faire la part des choses. L'avantage majeur, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'au moment où on éprouve quelque chose, il est possible de le diffuser et d'avoir un retour. Il y a des rapports d'échange. Et après, c'est quand même des outils extrêmement narcissiques. C'est aussi des fonctionnements techniques
qui engendrent des phénomènes malsains du type chasse à courre, hystérie, etc. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit la panacée. Je m'en sers parce que j'ai besoin de le faire en ce moment et que c'est un peu, j'ai besoin de ma dose de réseaux sociaux et de rapports sociaux en ce moment. Et ça me la donne immédiatement. Voilà, c'est mon subutex. J'ai besoin de rapports humains et ça me donne un succès d'année. Après, ça n'a rien à voir avec la qualité de réflexion qu'on peut avoir dans un roman, un livre, un essai ou un article de longue haleine. Vous n'hésitez pas par moments à pousser des coups de gueule. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans la gestion de la crise du corona? Alors, le mot coup de gueule, il m'a été. Oui, je sais qu'on l'a apposé à des textes que j'ai produits. Il me dérange un peu parce qu'on a l'impression que c'est une, une réaction épidermique à un moment donné, alors que ce sont des colères profondes liées à un sentiment de révolte continue par rapport à des fonctionnements pérennes. Vous voyez, tout ça, ça s'inscrit pour moi dans du temps long. C'est pas un coup de gueule et puis après, une fois que je l'ai poussé, tout va mieux. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais encore une fois, enfin, cette épidémie, bon, ouais, il y a plein d'aspects que je ne maîtrise pas, et sanitaires, etc. Il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis très longtemps, on disait que ce qui était fait au service public était grave et que ça finirait mal. C'est une chose qui est désormais démontrée, alors que des gens continuent à fonctionner avec un tableau Excel à la place du cœur et une calculatrice dans la tête, ça me gonfle. Euh, on est passé dans autre chose. Ce serait bien que tout le monde s'en rende compte. Quelle est cette autre chose dans laquelle on est passé? Ben, c'est-à-dire que le, les questions d'économie, on a vu qu'elles pouvaient coûter des vies et que c'est donc la vie qui revient au premier plan de nos préoccupations politiques. Il faut, le plus important en politique, c'est pas les points de PIB, c'est comment on organise nos vies pour qu'elles soient soutenables, décentes et qu'elles vaillent le coup d'être vécues. C'est ça la grande question politique. Organiser collectivement des vies qui valent la peine d'être vécues. Donc, quand je vois des responsables administratifs ici dans le Grand Est qui continuent à préconiser la suppression de lits, de soignants, etc., je me dis, mais putain, mais enfin, ça m'énerve par rapport à l'idéologie qu'ils véhiculent, eux-mêmes étant totalement aveugles au type d'idéologie qu'ils véhiculent, ils se pensent pragmatiques, mais aussi ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir, parce que je me dis, si au cœur même de la crise, ils ne sont pas à même de le saisir, c'est à désespérer. Dans votre roman, Leurs enfants après eux, qui a eu le prix Goncourt, vous décrivez une France qu'on ne voit pas tous les jours, une France qui n'est pas abordée constamment dans les médias, à savoir la France des délaissés. Pourquoi c'est important de leur donner une voix et également dans ce contexte précis? Bah, la question de la visibilité de ces catégories sociales, elle se pose au point de vue culturel, voire médiatique, mais moi, c'est une France que je vois tous les jours puisque j'y habite et que j'y suis né. Donc, c'est important parce que je pense qu'il y a. Pour moi, c'est important parce que c'est ce que je connais, que j'ai envie de parler de ce que je connais, parce que j'essaye d'en parler bien. Voilà. Donc, c'est déjà important pour moi. Et puis ensuite, si on le prenait une échelle politique plus large, c'est important parce que dans une démocratie, il faut pouvoir métaboliser, donner forme à toutes les expériences de vie, les faire exister dans le champ du débat, etc. Et que si la vie de la majorité des gens est passée sous silence, ou si on s'en désintéresse, ça crée comme une sorte de refoulé qui nous reviendra forcément en plein visage. Les Gilets jaunes, c'était un peu ça, hein, c'était un retour du refoulé politique à mon avis. Dans ce roman, vous nous parlez aussi de la jeunesse, celle qu'on a vue notamment célébrer la vie jusqu'aux dernières secondes du confinement. Pourquoi est-ce que c'est inconcevable à cet âge-là de songer à la maladie ou à la mort? Euh, ça doit être écrit à un moment en parlant des personnages. Ils étaient jeunes à crever et mourir n'était pas possible. Donc je pense qu'il y a ça déjà. C'est que quand on a 15, 20 ans, on ne s'imagine pas concerné ni par le vieillissement ni par la mort. Et puis cette épidémie, elle est terrible. Mais là, on a quand même beaucoup de chance finalement parce qu'elle ne concerne pas tout le monde de la même manière.
Et imaginons qu'elle emporte des enfants massivement, ce serait une crise d'une toute autre ampleur. Donc, il y a une part d'inconscience et puis il y a aussi le fait sans doute que la jeunesse ne se sent pas totalement concernée. Statistiquement, elle l'est moins que d'autres catégories. Et est-ce que vous aimeriez continuer à célébrer la vie? Euh, je ne sais pas si je la célèbre parce que je lui trouve des aspects aussi d'une grande cruauté et qu'à la fin elle s'achève et que je ne m'en console pas. Mais en tout cas, mon but, ce serait de la rendre. C'est déjà beaucoup de travail. Cette crise nous pose aussi la question de l'héroïsme. C'est quoi un héros pour vous? Ouais, ça me met très mal à l'aise cette question de l'héroïsme parce que j'ai l'impression qu'on se paie de mots parce qu'on n'a pas voulu payer les gens. Et que les héros, c'est quand même ceux qui sont les plus exposés et dans les conditions les plus difficiles. Donc, je ne sais pas bien ce qu'est un héros, mais il y a un aspect mascarade et communication là-dedans qui me met très mal à l'aise. Même les applaudissements à 20 heures. J'en parlais récemment. Enfin, j'ai écrit des choses sur le système de santé, etc. Il y a des personnels soignants à qui ça a fait du bien et qui me l'ont dit, etc. Je leur disais que moi, je n'applaudissais pas à 20 heures, mais que j'avais très hâte de payer mes impôts. Voilà. Vous êtes le papa d'un petit garçon. Comment est-ce que lui, il perçoit la crise que nous traversons? Ben, lui, c'est l'école buissonnière un peu, c'est-à-dire que lui, il vit le meilleur moment de son existence. J'en parlais avec des amis qui ont plein d'enfants, enfin qui ont des enfants, des petits aussi. Alors, ça dépend aussi des conditions de vie. Pour moi, ça se passe bien. Je ne suis pas soumis à des contraintes immobilières ou financières très difficiles. Donc, pour mon fils, oui, c'est l'école buissonnière. Il y a un peu d'école, il y a enfin un peu de travail scolaire, mais principalement, il regarde des dessins animés, il s'amuse dans le jardin. Sa maman habite à la campagne, il tire à l'arc, quoi, voilà. Et, il n'est pas conscient de la gravité de la chose. Je pense que plus tard, il se souviendra de ça comme une sorte de parenthèse enchantée, si curieux que ça puisse paraître. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire du monde de demain, du monde qui l'attend? Je ne sais pas ce que j'aimerais lui en dire. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec lui ces dernières semaines, peut-être comme je n'en avais jamais passé. Et que mon appréhension de l'avenir et les craintes que je peux avoir, elles sont directement liées à ça. Je le regarde et je me dis, lui, dans 30 ans, où il sera? Quelles seront ses routines? Qu'est-ce qu'il devra faire pour vivre? À quelle température il sera soumis? Quel sera son régime? Tout ça, je me lui pose des questions et c'est une source de grande inquiétude, vraiment. Et je vois que le champ politique tel qu'il est organisé maintenant ne permet pas de traiter ces problèmes-là. Donc, j'aimerais lui dire, sois prêt. Et ça, c'est mon job. Hein, il faut que je l'éduque pour qu'il soit prêt, mais je ne sais pas très bien en quoi ça consiste aujourd'hui. On n'est apparemment, pas prêt à sortir, on est toujours dans ce monde, en sursis. C'est pour ça que cette émission s'appelle, Sursis Story. Comment est-ce que vous imaginez l'après pour vous? À quoi est-ce que vous rêvez actuellement? Euh, je rêve déjà de pouvoir voir mes parents parce que je ne les ai pas vus depuis un moment. Ils sont séparés, ils sont vulnérables et je suis inquiet pour leur santé en général. Voilà. Je rêve aussi, comme tout le monde, de faire la fête, en fait. J'ai très hâte de faire un barbecue, de boire de la bière avec des gens que j'aime, etc. Et puis, je rêve qu'il y ait des nouvelles possibilités d'exister et de faire de la politique qui se dégage. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais j'en ai très envie. Eh bien, merci. Espérons qu'on puisse, faire la fête comme vous dites et que d'ici là, surtout, vous vous portiez bien. Merci beaucoup Nicolas Mathieu. Au Merci à revoir. vous. Portez-vous bien aussi. Au revoir.